sur ce webinaire concernant l'acquisition des congés payés et la particularité aussi des congés pour événements familiaux. Merci de nous avoir rejoints. Comme pour les autres webinaires, par souci de confidentialité, de droit à l'image, le webinaire est en direct et sera rediffusé aussi. Par contre, vous n'apparaissez pas sur la vidéo et vous pouvez interagir par contre avec moi, poser vos questions via la capsule de chat. Donc, n'hésitez pas à m'écrire les questions qui vous viennent ou à demander la parole et à ce moment-là, je vous active le micro. Je vais vous faire donc une présentation dans un premier temps sur la partie congés payés et ensuite je vous donnerai les spécificités concernant les congés pour événements familiaux au sens du Code du travail. Voilà. Donc, concernant les congés payés, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, je le rappelle, c'est que cela fait partie du pouvoir souverain de l'employeur de fixer l'ordre et le départ des congés, sachant que c'est écrit comme ça spécifiquement dans le Code du travail, même si dans la réalité et par habitude, on va dire, dans les entreprises françaises, souvent, ce sont les salariés qui font leur demande de congés payés et une fois que l'employeur a reçu les congés payés, il répond favorablement, la plupart du temps en tout cas, je l'espère, ou alors il demande un report ou il propose d'autres dates si jamais c'est pas compatible avec l'organisation, l'activité ou les missions que doit assumer l'entreprise. Donc, en termes de congés payés, il n'y a pas de grande évolution depuis la loi de 2008, c'est-à-dire qu'on acquiert 2 jours et demi de congés payés par mois quand on parle en jours ouvrables. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Donc, vous prenez le webinaire en cours et comme je vous disais, vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat en posant vos questions. Donc, c'est l'employeur qui fixe donc l'ordre et le départ des congés payés. Chaque salarié acquiert chaque mois 2 jours et demi de congés payés à partir du moment où on parle donc en jour ouvrable. Quand on est en jour ouvré, c'est-à-dire qu'on ne décompte que les jours travaillés dans la semaine, donc souvent du lundi au vendredi, donc sur la base de 5 jours, on est sur 2,08 jours de congés payés qu'on acquiert par mois. Donc, il faut faire attention. 2,5 jours quand on parle en jour ouvrable, 2,08 quand on parle en jour ouvré. Ça, déjà, c'est la base. On avait avant cette histoire de congés payés qu'on pouvait prendre que d'une année sur l'autre. Il fallait attendre que la première période de référence soit finie pour pouvoir prendre ces congés. Ça n'est plus le cas. À partir du moment où on acquiert des jours de congés, on peut les prendre dès le premier mois. À partir du moment où l'employeur est d'accord pour que vous puissiez les prendre. Mais imaginons qu'à la fin du premier mois de travail, vous avez acquis vos 2 jours et demi, donc je pars toujours en jour ouvrable, 2 jours de congé. Si vous voulez d'ores et déjà poser ces 2 jours et demi, vous avez le droit en tout cas d'en faire la demande et l'employeur y répond favorablement ou non en fonction de ce dont vous avez besoin et en fonction aussi donc de l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Pour autant, la période de référence continue d'exister. Les demandes préalables donc de congés avec les délais à respecter continuent aussi d'exister. Mais on fait attention à cette croyance que la première année de travail, on ne peut pas prendre de congés. Non, c'est pas vrai. On peut poser des congés à partir du moment où on les a acquis et pour acquérir ces jours de congés payés, il faut avoir donc rempli un certain nombre de conditions, donc être déjà présent dans les effectifs, avoir eu au moins 10 jours de travail effectif qui ouvre droit à la demande de prise de congé et dès le premier mois, donc du coup, on commence à acquérir donc 2,5 jours ouvrables qu'on peut demander à poser. Quand on est en cours de mois ou quand on n'a pas des mois qui sont complets, on acquiert des jours de congé au prorata du temps de présence. Donc, il n'y a rien qui vous supprime les congés quand vous êtes en temps de travail effectif et que vous êtes bien présent dans les effectifs.
On parle beaucoup ces derniers temps de règles d'équivalence concernant l'acquisition des congés payés, puisqu'il y a eu un petit peu de jurisprudence là-dessus l'année dernière. Donc, je reviens au principe général qui est 12 mois de travail effectif égale 30 jours ouvrables de congés payés. Donc, sur une année, on peut avoir 30 jours de congés payés en jours ouvrables ou 25 jours en jours ouvrés. Ce qui correspond à donc 2 jours et demi par mois, et ce qui veut dire qu'en règle d'équivalence, on a soit un mois donc de travail effectif et qui nous fait ouvrir donc le droit à nos 2 jours et demi, soit 4 semaines de travail. Et si on doit compter en jours, on est même sur du 24 jours de travail effectif pour les salariés qui travaillent 6 jours par semaine, ou alors 20 jours de travail effectif comme pour les salariés qui travaillent 5 jours par semaine, etc., etc. Donc, ça se calcule comme ça en termes de règle d'équivalence et effectivement, on appliquera toujours la règle la plus favorable pour le salarié. Donc, soit un mois de travail effectif ou 4 semaines ou 24 jours pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine et etc., etc., en fonction donc du temps travaillé. Ce qui fait que même si on a une période d'absence sur l'année, on peut quand même avoir nos 30 jours de congés payés sur l'année, puisque avec cette règle d'avoir des jours de congés payés qui sont acquis si on a un mois de travail effectif ou alors 4 semaines ou alors 24 jours, ça revient à ce qu'il puisse y avoir au cours d'une année 4 semaines d'absence, qui fait que malgré tout, on aura quand même notre droit à congé payé qui sera complet. Donc, c'est quelque chose qui est important de savoir et qui permet donc du coup de pouvoir poser ses congés payés en fonction des jours qu'on a acquis. Les jours qu'on a acquis figurent automatiquement et obligatoirement sur votre fiche de paye. Il y a un solde de congés payés sur l'année N-1 et puis sur l'année N. Sachant que on peut donc prendre ces congés payés à partir du moment où on a un compteur qui est positif, mais on peut aussi éventuellement faire une demande de congés payés qu'on appelle par anticipation. Et là, l'employeur a tout à fait la liberté d'accepter ou pas de vous accorder plus de congés payés que ce que vous en avez acquis. Et ça viendra donc se régulariser avec vos prochaines périodes de travail effectif pour que vous puissiez éventuellement prendre une semaine alors que vous avez acquis que 4 jours par exemple, les autres jours se répercutant donc sur les mois d'après lorsque vous aurez travaillé. Concernant donc la prise des congés payés, il y a plusieurs périodes d'information des salariés qui sont obligatoires et qui sont prévues par le Code du travail. Je pars du principe qu'on a notre période de référence qui va du 1er mai donc de chaque année, puisque c'est la période de prise des congés payés qui est obligatoire, qui va du 1er mai au 31 octobre. Donc, si on a une période de congés payés qui commence à partir du 1er mai, l'employeur doit informer les salariés de façon collective des modalités de prise des congés payés, au moins 2 mois avant l'ouverture de la dite période. Donc, si la période commence au 1er mai, l'employeur a jusqu'avant le 1er mars pour faire cette information collective et savoir du coup informer les salariés pour savoir comment et quand ils peuvent prendre leur congé. Donc, il a jusqu'au 1er mars pour informer de façon collective les salariés sur les prises de congés payés par tout moyen. Et puis, à partir du 1er mai, donc, on a notre fameuse période de prise de congés payés pour l'ensemble des salariés, où on a une période obligatoire qui doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, où là, le salarié doit prendre au moins 12 jours consécutifs. Et ensuite, il peut prendre la suite donc de ses congés payés et on verra un petit peu comment ça s'organise. En tout cas, pendant cette période du 1er mai au 31 octobre, c'est une période qui est dite de congés payés
une période obligatoire où il doit y avoir donc 12 jours consécutifs qui doivent être pris. Et au départ de cette période, on doit avoir l'employeur qui va informer de façon individuelle les salariés sur l'ordre des départs. Et il a jusqu'à 1 mois avant le départ en congé du salarié pour informer de la date à laquelle le salarié va pouvoir partir en congé et l'informer sur l'ordre des départs. Encore une fois, on est sur une information individuelle cette fois-ci. Dans la réalité de tous les jours, ça c'est ce qui est prévu par le Code du travail, donc ce sont les délais à minima qui doivent être respectés à la fois par l'employeur et par le salarié pour protéger donc les parties. Dans la réalité de tous les jours, souvent ça se passe pas comme ça. Souvent on a un bulletin donc, de demande de congé payé et le salarié dès qu'il peut, dès qu'il veut, en fonction donc de ses projets personnels et en fonction aussi de l'activité, fait sa demande. Les délais sont pas toujours respectés. Ça va, et à partir du moment où tout le monde s'entend bien, où il y a une bonne communication en interne, tout peut très bien se passer. Ces délais sont là pour border, pour donner un cadre à minima quand il est nécessaire de donner un cadre pour éviter des abus ou pour en tout cas justifier un motif de report, de refus qui ne serait pas considéré comme abusif, discriminatoire et tout ça. Donc, je rappelle vraiment pour une période de congé payé donc, qui viendrait se débuter à partir du 1er mai, comme on a 2 mois obligatoires de délai de prévenance qui est fixé par le Code du travail pour ce qui est de l'information collective sur l'ouverture de la période des prises de congé, l'employeur doit donc informer avant le 1er mars. Le 1er mai, on a cette fameuse période légale de prise des congés payés qui va jusqu'au 31 octobre où le salarié donc, doit pouvoir poser prioritairement 12 jours de congés payés. Et ensuite, il peut poser le reste de ses congés payés et c'est fixé conjointement par l'employeur, voilà, la direction en fonction des impératifs de travail et la demande qui est faite par le salarié ou alors la demande qui sera reportée au vu à une date ultérieure. On a donc cette fameuse première période de congé légal qui est d'au moins 12 jours continus qui sont pris donc entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre, ce qui fait que ça revient normalement à avoir 15 jours de congés payés consécutifs sur cette période-là. Ensuite, on a les autres périodes de congés, puisqu'on sait qu'on a donc 5 semaines de congés payés par an. On a ces fameux 12 jours donc entre le 1er mai et le 31 octobre, et on a les autres périodes. Les autres périodes vont ouvrir droit à ce qu'on appelle le fractionnement. Mais attention, pas n'importe comment. Je rappelle du coup, entre le 1er jour et le 12e jour de congé payé, c'est la première période dite de congé légal, donc entre le 1er mai et le 31 octobre. Là, le salarié donc, est en congé et ces congés-là, ces jours-là, n'ouvrent pas droit au fractionnement. À partir du 13e jour et jusqu'au 30e jour, quand je parle toujours en jour ouvrable, on a là des périodes où on va avoir un fractionnement qui va être possible pour tous les jours qui sont pris entre le 13e jour et le 24e jour et qui vont être pris au-delà du 31 octobre. Là, si on prend nos congés, s'il nous reste des congés à prendre, qu'on les prend après le 31 octobre, toute la part qui dépasse les congés pris après le 31 octobre pour les jours qui restent à prendre jusqu'au 24e jour, on a le fractionnement qui s'applique, c'est-à-dire qu'on acquiert des jours de congés supplémentaires. Et dans ce cas-là, on va se voir créditer sur notre compteur de congés payés des jours supplémentaires au titre du congé de fractionnement parce qu'après le 31 octobre, il nous restera des jours et qu'on les aura posés. La fameuse 5e semaine de congé payé, par contre, n'est pas concernée par la règle de fractionnement ou la règle de report des congés payés. Donc là, on n'acquiert pas de jours supplémentaires. C'est vraiment entre le 13e et le 24e jour qui peut ouvrir droit donc à des jours de fractionnement. Je vous invite à consulter votre convention collective
puisque c'est la convention collective qui fixe le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels le salarié a droit au titre du fractionnement. Si jamais il n'y a rien qui est écrit, ça va dépendre combien de jours il lui reste à partir du moment où il a posé donc ces 12 jours pendant la période de congé légal et que du 13e au 24e jour, il y a des congés qui sont pris en dehors de la période prévue entre le 1er mai et le 31 octobre. S'il lui reste par exemple moins de 3 jours ouvrables de congé, ça lui ouvre droit à aucun jour de fractionnement. Si par contre, au-delà du 31 octobre, il lui reste encore entre 3 et 5 jours ouvrables qu'il pose sans compter la 5e semaine de congé payé, le salarié a le droit, au titre du fractionnement, à 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire. Et au-delà, il peut avoir droit jusqu'à 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaire. Ça, c'est ce que prévoit le Code du travail. Attention, souvent, les conventions collectives ont négocié autre chose et donc des mesures plus favorables. Il peut aussi y avoir des accords d'entreprise qui prévoient des mesures aussi plus favorables, donc des jours au titre du congé de fractionnement qui seraient plus intéressants, voire même la possibilité aussi de renoncer au congé de fractionnement dans le cadre de négociations de façon à ce que même lorsque le fractionnement serait possible, le salarié ait la faculté d'y renoncer. Pour négocier au titre du fractionnement, il y a la possibilité donc aussi de négocier avec les syndicats ou avec les élus du CSE un accord d'entreprise, soit la période pendant laquelle la période continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée. Donc, on n'est pas forcément obligé de respecter la période du 1er mai au 31 octobre. Il peut y avoir un accord d'entreprise qui déroge à cette période-là. Il peut y avoir un accord d'entreprise aussi qui va déroger aux règles de fractionnement au-delà donc du 12e jour. Et aussi un accord d'entreprise qui va fixer les modalités de report des congés payés sur l'année N+1 en cas de décompte de travail sur une année civile. Hein, si on dit que les congés payés sont pris ou sont posés ou sont décomptés jusqu'au 31 décembre, ce qui est le cas régulièrement. On est sur une prise de congés payés sur l'année civile. Par contre, le compteur de congés payés se calcule du mois de juin jusqu'au mois de mai. Voilà, c'est ça qui fait que des fois, on peut avoir des divergences de compréhension, d'interprétation ou d'application. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, n'hésitez pas à contacter nos équipes, à vous rapprocher du service paye pour poser vos questions si vous retrouvez un décalage avec votre compteur de congés payés. À la fin du coup de la période de référence, qui s'arrête donc au 31 mai de chaque année, il peut y avoir des congés qui n'ont pas encore été pris. Ils ne sont pas automatiquement payés. Les congés payés sont un droit fondamental au repos. Ils peuvent être reportés sur l'année d'après. Si les congés payés n'ont pas été pris du fait du salarié, c'est-à-dire que c'est le salarié qui n'a pas posé ses congés dans les conditions qui ont été fixées par l'employeur, ou si c'est le salarié qui n'a pas voulu prendre ses congés, l'employeur peut considérer que ces congés payés acquis donc au titre de l'année N-1 sont perdus. Si par contre les congés payés n'ont pas été pris du fait de l'employeur, à ce moment-là, les congés payés, même au titre de l'année N-1, peuvent être reportés. Il peut être d'usage de ne jamais faire perdre les congés payés, mais il faut apporter une sensibilité particulière à l'ensemble des salariés de prendre leurs congés payés, puisque c'est comme je le disais, c'est un droit fondamental au repos, ce qui permet d'éviter ou de limiter en tout cas les sources de stress, de burn-out, de fatigue, parce que le salarié aurait trop travaillé ou n'aurait pas eu en tout cas le repos suffisant pour se requinquer et pour vaquer à ses occupations, à ses loisirs, lui permettant de gagner donc de l'énergie et de la productivité pendant son temps de travail. Donc aussi bien du côté employeur que de la part des élus du CSE que les salariés eux-mêmes doivent vraiment être sensibilisés à prendre vraiment leurs congés payés. C'est très important, ça, en termes de qualité de vie au travail, de santé, sécurité, conditions de travail,
c'est important de pouvoir prendre ces congés payés d'une année sur l'autre ou au fur et à mesure qu'on les acquiert en fonction des besoins et en fonction de ce qui est fixé comme modalité de prise de congés payés dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la partie congés payés pur. Et en plus de ces congés payés, le salarié peut prétendre à des jours de congés supplémentaires selon les événements qui arrivent au cours de sa vie. Ce qui est prévu par le Code du travail, et là encore, je vous renvoie aussi en parallèle à votre convention collective, puisqu'il peut y avoir des mesures plus favorables, c'est qu'en plus des 5 semaines de congés payés que les salariés ont de façon fondamentale et automatique et irréversible, il peut y avoir certains événements qui leur font ouvrir droit à des jours aussi de congés en plus, comme par exemple le mariage ou le PAX du salarié, qui permet d'acquérir jusqu'à 4 jours de congés supplémentaires, donc en plus des congés payés, ou alors le mariage d'un enfant, qui permet donc de faire une demande d'un jour de congé, la naissance ou l'adoption d'un enfant qui permet de demander jusqu'à 3 jours de congé, en cas de décès aussi du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, on peut avoir jusqu'à 3 jours. De décès d'un des parents, des beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur, on peut aussi demander jusqu'à 3 jours. Attention, je vous donne encore tous ces exemples uniquement qui sont basés sur le Code du travail. Encore une fois, des conventions collectives peuvent prévoir des mesures plus favorables. Ce qu'il est nécessaire de savoir concernant ces congés pour événements familiaux, c'est que c'est au salarié d'en faire la demande, il a la possibilité et l'obligation de faire donc la demande ou non et de justifier du coup de l'événement qui est à l'origine de cette demande. Donc il y aura forcément un justificatif à communiquer par le salarié à l'employeur. La publication des bans de mariage, par exemple, le certificat d'acte de décès quand il s'agit d'un décès, le livret de famille ou la déclaration de naissance quand on est sur le cas d'une naissance pour avoir des congés, sachant que ces jours de congés ne peuvent pas être pris n'importe comment, puisque comme ils sont directement liés à l'événement familial en question, ils doivent être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement. C'est comme ça que c'est précisé. Ce qui permet du coup d'ouvrir un maintien de la rémunération et ce qui permet quand même pendant cette période-là d'acquérir des droits à congés payés. C'est assimilé à du temps de travail effectif, donc le droit à congés payés n'est pas suspendu. Et on a un maintien de la rémunération, c'est-à-dire que quand le salarié demande ces 4 jours, par exemple, au titre d'un mariage ou d'un PAX, sur le mois en question, cela ne doit pas revenir à avoir une perte de salaire. Donc ça, c'est important. Encore une fois, je vous renvoie à la convention collective pour vérifier si vous n'avez pas d'autres mesures plus favorables que vous pouvez faire appliquer et sur lesquelles vous pouvez fonder donc vos demandes de congés supplémentaires qui viennent donc se rajouter en plus des congés payés. L'employeur peut refuser d'accepter les congés pour événements familiaux à partir du moment où vous demanderiez à ce qu'ils soient fractionnés, c'est-à-dire pris de façon non consécutive, ou alors sur des dates qui n'auraient rien à voir avec l'événement en question. Je pense notamment au mariage, donc c'est vraiment lié au mariage et pas à la lune de miel qui pourrait se faire quelques mois, voire même des fois une année après. Les 4 jours qui sont acquis sont faits pour le mariage et doivent se faire autour de la date effective du mariage. De la même façon que pour le décès, c'est vraiment pour les obsèques et pour les démarches liées autour du décès. Si on fait une demande quelques semaines, voire même quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, pour régler la succession, pour organiser un déménagement ou autre, l'employeur a la possibilité de refuser les congés pour événements familiaux qui seraient donc à ce titre perdus et pourrait alors vous proposer de les prendre au titre de vos congés payés. Donc, il faut vraiment faire attention à bien respecter toutes ces règles-là.
Pour toute question complémentaire concernant à la fois l'acquisition des congés payés ou les congés pour événements familiaux, éventuellement des négociations ou un accompagnement, voilà, n'hésitez pas à contacter nos experts, à contacter nos équipes, on se tient à votre disposition. Je vous laisse intervenir dans la capsule de chat, m'écrire si vous avez des questions, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement. J'attends que vous preniez le temps d'écrire pour intervenir, pour vous faire intervenir si besoin. Si tout est clair, je vais pouvoir vous remercier. Ce webinaire sera en rediffusion sur notre site, donc n'hésitez pas aussi à y revenir ou comme je vous disais, voilà, à nous contacter. Apparemment, tout a été clair, tout est complet. Donc, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir lors de nos prochains webinaires.